Je vais vous poser une question avant de commencer ce soir, et je veux que vous y réfléchissiez vraiment. Ne répondez pas vite. Ne saisissez pas la première réponse confortable que votre cerveau vous propose dans les 2 premières secondes. La voici. Vous êtes suspendu dans le vide. En dessous de vous, rien. Ou plutôt, pas rien. De la roche, un glacier. Ce genre de distance qui réduit un corps humain à une note de bas de page. Au-dessus de vous, quelque part dans le chaos blanc de la tempête, votre meilleur ami, votre partenaire d'escalade, l'homme avec qui vous partagez des cordes depuis 11 ans, l'homme dont la fille vous appelle son oncle. Et entre vous et le vide, un seul ancrage. Un piton de glace enfoncé dans la montagne il y a 3 jours par des mains en qui vous avez confiance de votre vie. Et là, en ce moment même, cet ancrage bouge, millimètre par millimètre. Vous le sentez à travers la corde. Vous le sentez à travers votre baudrier, le long de votre colonne vertébrale, dans chaque terminaison nerveuse qui fonctionne encore dans le froid. Le calcul est simple, brutal, absolu. L'ancrage tient l'un de vous, pas les deux. La physique de la montagne ne négocie pas. Elle se fiche de votre amitié. Elle se fiche de l'anniversaire de votre fille le mois prochain, ou de la façon dont votre partenaire prépare le café chaque matin au camp de base, ou des 11 années d'histoire que vous avez construites ensemble au-dessus de la limite des arbres. La montagne n'est pas cruelle, elle est simplement indifférente. Et dans cette indifférence, elle vous a remis la pire décision qu'un être humain puisse prendre. À votre ceinture, un couteau, 10 centimètres d'acier. Au-dessus de vous, la corde qui vous relie à l'ancrage, qui vous relie à lui. Que faites-vous? Je veux que vous portiez cette question tout au long de ce que je vais vous raconter ce soir. Parce que l'homme au centre de cette histoire, un homme que j'appellerai le survivant à sa propre demande, a porté cette question pendant environ 40 secondes sur la face nord d'un sommet de 7000 mètres dans le massif du Karakoram. Et dans ces 40 secondes, il a fait un choix qu'il essaie de comprendre depuis 9 ans. C'est son histoire. Ce sont, en partie, ses mots. Mon nom n'a pas d'importance ce soir. Ce qui compte, c'est que vous écoutiez. Pour comprendre ce qui s'est passé sur cette montagne, vous devez comprendre qui était Elias Vance. Pas ce qu'il est devenu dans les suites de la tragédie. Pas le nom sur la plaque commémorative au club alpin d'Innsbruck. Pas le visage sur la photographie encadrée au refuge du camp de base qui y est toujours accroché, paraît-il. Un cliché pris sur le vif, lui en plein éclat de rire, le vent tirant sur sa veste rouge. Vous devez comprendre qui était Elias Vance en tant qu'homme vivant, un système de décision et de valeurs en chair et en os. Parce qu'Elias Vance était, à tous égards, un architecte. Pas professionnellement. Professionnellement, il était chirurgien orthopédique. Mais en montagne, il abordait chaque ascension comme un ingénieur des structures à bord d'un bâtiment. Depuis les premiers principes, avec des redondances, avec un respect profond pour la marge de sécurité. C'était l'homme qui revérifiait les ancrages que d'autres grimpeurs avaient déjà vérifiés. C'était l'homme qui avait fait demi-tour 2 fois au cours des 3 années précédentes. Une fois à moins de 400 mètres d'un sommet qu'ils avaient mis 8 jours à atteindre, parce que les conditions de neige lui murmuraient quelque chose qu'aucun instrument n'avait encore mesuré. Le survivant m'a parlé d'une journée, 3 ans avant l'accident, où ils étaient tous les deux sur une voie d'entraînement dans les Alpes. Une ascension ordinaire. Et Elias a passé 45 minutes sur un seul point d'ancrage, testant, retestant, reconstruisant silencieusement une partie du système qui, aux yeux de n'importe quel observateur extérieur, aurait semblé parfaitement fonctionnel. Je vais vous lire directement ce que le survivant m'a écrit. Il m'a envoyé ses notes sur plusieurs mois. Certains passages sont presque cliniques, d'autres semblent avoir été écrits au milieu de la nuit, dans un état pour lequel je n'ai pas de mots propres. Elias disait que ce ne sont pas les montagnes qui tuent les alpinistes, ce sont les décisions qui tuent les alpinistes. Il y croyait avec une conviction absolue. Il avait une phrase sur laquelle il revenait sans cesse. « La montagne te donne des données,
c'est toi qui fournis la stupidité. Il le disait comme une plaisanterie, mais il le pensait comme une doctrine. Tout ce qu'il faisait en altitude était une contre-mesure délibérée à la stupidité accumulée, qu'il croyait inscrite dans l'optimisme humain. Il pensait que l'optimisme était la chose la plus dangereuse qu'un alpiniste puisse porter, plus dangereux qu'un équipement insuffisant, plus dangereux que le mauvais temps. Il ne faisait confiance à rien, il ne faisait confiance à personne, pas même à lui-même, pas même à moi. Et pourtant, de façon impossible, c'est exactement pour cela que je lui faisais confiance de tout. Voilà l'homme dont nous parlons. Voilà l'homme qui a construit le système d'ancrage sur la face nord. L'homme qui, avant de partir pour la pousser vers le sommet, s'était assis avec son partenaire dans la tente du camp 3 et avait passé en revue chaque point de protection, chaque mousqueton, chaque mètre de corde avec l'attention de quelqu'un qui sait que la montagne finira par trouver la seule chose qu'on a oublié de vérifier. Et il y a autre chose que vous devez comprendre à propos d'Elias Vance. Quelque chose que le survivant a mentionné presque comme une remarque en passant, mais qui est, je crois, le mur porteur de toute cette histoire. Elias avait un code, un principe unique et non négociable qui gouvernait chacune de ses ascensions en haute altitude. On monte ensemble, on descend ensemble. Pas comme un sentiment, comme un contrat, comme l'axiome fondateur de tout ce qu'il croyait sur ce que signifie être un partenaire en montagne. Le survivant m'a dit qu'Elias le disait avant chaque effort sérieux, parfois à voix haute, parfois juste par un geste, une seule tape sur la corde entre eux, un rappel, un renouvellement de l'accord. On monte ensemble, on descend ensemble. Il l'avait dit au camp 3, le matin du jour du sommet. Dans l'obscurité, à 4 heures du matin, dans le froid brutal qui rend vos mains inutiles avant même que vous ayez commencé à bouger. Une tape sur la corde. C'était 31 heures avant que l'ancrage commence à bouger. Le jour du sommet a commencé comme commencent toujours les meilleures et les pires journées en haute montagne, magnifiquement. Le Karakoram à l'aube, en altitude, par temps clair, est l'un de ces spectacles que les gens décrivent avec le mot cathédrale et le pensent vraiment. La lumière à cette altitude a une qualité difficile à expliquer à quelqu'un qui n'a jamais été au-dessus de 6000 mètres. Elle n'est pas seulement brillante, elle est dense, elle a du poids. Les ombres sont absolues. Le ciel au-dessus de vous n'est pas tout à fait le bleu que vous connaissez d'ici-bas. C'est quelque chose de plus sombre, quelque chose qui laisse entrevoir le vide à quelques kilomètres à peine au-dessus. Ils ont atteint le sommet à environ 11h40 du matin. 11 ans de partenariat pour atteindre un sommet sur lequel moins de 60 personnes avaient jamais mis le pied. Le survivant m'a dit qu'ils n'ont pas dit grand-chose. Ils se sont brièvement étreints, ils ont pris une seule photographie. Et puis Elias a fait quelque chose que le survivant se rappelle avec une précision totale. Il a regardé vers le nord, étudié l'horizon un long moment et dit, doucement, « Il faut qu'on commence à descendre. » Pas « Profitons de ce moment », pas « On l'a fait ». Il faut qu'on commence à descendre. Le survivant m'a dit qu'il avait regardé vers le nord aussi et qu'il n'avait pas vraiment compris. Le ciel là-bas semblait différent, mais la différence était subtile. Une certaine platitude dans la lumière, un effacement à la limite du champ de vision qui aurait pu être la brume de distance ou autre chose. Elias avait déjà commencé à bouger. La tempête est arrivée à environ 14h15, pendant la descente. Dans la littérature alpinistique, les tempêtes du Karakoram sont décrites dans des termes qui semblent appartenir à une catégorie d'événements naturels différente de ce que la plupart d'entre nous entendons par mauvais temps. Ce ne sont pas des tempêtes qui vous mouillent, vous refroidissent et vous gênent. Ce sont des systèmes de pression qui réorganisent l'atmosphère avec une violence qui n'a pas d'analogue dans les basses terres. La visibilité peut passer de clair à nul en moins de 4 minutes. Des vitesses de vent que les ingénieurs des structures modélisent par rapport au point de rupture des bâtiments à ossature d'acier. Des chutes de température qui transforment les vêtements humides de sueur d'une isolation en conducteurs mortels, extrayant la chaleur d'un corps humain à un rythme que le corps ne peut tout simplement pas compenser.
Ils étaient à environ 6800 mètres quand la tempête les a frappés. Le survivant me l'a décrit, et là je dois lire ces mots directement, parce que les miens sont insuffisants pour ce qu'il a vécu. Elle est venue du nord, comme Elias l'avait lu dans sa venue. Mais lire et vivre sont deux choses complètement différentes. Un moment, je voyais à 50 mètres dans toutes les directions, puis à 10 mètres. Puis je voyais Elias, 4 mètres devant moi sur la corde, et rien d'autre. Le son était, je n'ai pas le bon mot. Ce n'était pas fort comme le tonnerre est fort, c'était total. Il a tout remplacé. Il a remplacé l'intérieur de ma tête. Je me souviens avoir pensé, très clairement, que je ne me rappelais plus ce que le silence ressentait. Et puis la pente a bougé. L'avalanche n'était pas grande selon les standards du Karakoram. Ce contexte est important. Ce n'était pas le type d'événement catastrophique qui balaie des sections entières d'une montagne. C'était ce que les alpinistes appellent un décrochage de plaques. Une section de neige compactée par le vent, dense et cohésive, qui s'est détachée de la pente au-dessus d'eux et est descendue avec le silence que les avalanches ont avant que le bruit ne les rattrape. Elle a frappé le survivant en premier. Ce qui s'est passé dans les 8 secondes suivantes est reconstitué à partir de ce qu'il a pu me dire, et à partir des preuves physiques que l'équipe de secours a documentées 2 jours plus tard. Il a été frappé par la gauche, projeté latéralement hors de la ligne de crête et est passé par-dessus le bord. La corde qui le reliait à Elias s'est tendue avec une force qui aurait correspondu à quelque chose entre 4 et 6 kN de charge. Pour vous donner un point de référence, le corps humain, ancré et en position, peut absorber environ 2 kN avant la rupture structurelle. Un piton à glace bien placé dans de la glace alpine solide est homologué pour tenir environ 12 kN. L'ancrage sur cette section de la voie était un seul piton à glace, 22 cm, planté par Elias lui-même, 3 longueurs sous le sommet, dans de la glace qui avait été fragilisée par les fluctuations de température des 48 heures précédentes. Le système a tenu. Pendant les premières secondes, il a tenu. Et puis, il a commencé à bouger. Je veux que vous compreniez la réalité physique de ce que le survivant vivait à ce moment-là, parce que c'est là que la dimension morale de l'histoire devient inséparable de la dimension physique. Et pour porter un jugement équitable, si le mot jugement est même approprié, vous devez être dans son corps. Il est suspendu dans le vide. Son dos est tourné vers la paroi. Il ne peut pas voir la roche ou la glace au-dessus de lui parce que son corps tourne lentement sur la corde. En dessous de lui, à travers le blizzard, il ne peut pas voir le bas. Non pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce que la tempête l'a englouti. Il est, dans le sens le plus littéral qui soit, suspendu entre 2 inconnus. Sa jambe gauche a déjà été blessée lors de l'impact initial. Il m'a dit plus tard, avec la façon clinique dont les gens décrivent des blessures qu'ils ont traitées après coup, qu'il ne comprenait pas qu'elle était cassée sur le moment. Il l'avait perçue comme une sorte d'anomalie, un désalignement des signaux entre son cerveau et son membre que son cerveau mettait de côté pour références futures, pendant que des questions plus urgentes occupaient le premier plan. Au-dessus de lui, Elias. Je ne voyais pas son visage au début. La corde disparaissait dans le blanc au-dessus de moi, et je savais qu'il était là parce que la corde était là. Mais pendant un moment, ça semblait plus long, mais ce n'était qu'un moment, je ne pouvais pas le localiser en tant que personne. Il n'était que tension, que la chose qui m'empêchait de tomber. Et puis la tempête a changé de direction 1 seconde, juste 1 seconde, et je l'ai vu. Il était plaqué contre la paroi de glace, les 2 mains sur la corde, et il regardait vers moi, pas vers l'ancrage, vers moi. Et j'ai compris quelque chose dans ce regard que je n'ai jamais pu mettre complètement en mots. Il savait, il avait déjà fait le calcul. Il savait ce que l'ancrage était en train de faire. Il savait ce que la physique disait. Et il me regardait de la façon dont, je ne sais pas comment dire ça sans que ça sonne mal, dont on regarde quelqu'un quand on essaie de le mémoriser. L'ancrage bougeait. Le survivant pouvait le sentir à travers la corde, pas l'entendre, le sentir. La montagne transmettant son verdict à travers 30 mètres de corde et son propre baudrier et son propre squelette. Une vibration, presque rythmique.
chaque cycle de charge et de relâche tirant le piton 1 mm de plus hors de la glace. Il a fait le calcul. Il m'a dit qu'il n'est pas fier de la rapidité avec laquelle il l'a fait. Il voulait, dit-il, être le genre de personne pour qui ce calcul aurait pris plus de temps, pour qui l'hésitation aurait duré des minutes, pas des secondes. Il voulait être le genre de personne qui se bat contre les mathématiques. Mais les mathématiques étaient simples. C'est un homme pragmatique. Il était en altitude depuis 9 jours. Il manquait d'oxygène, était en hypothermie, souffrait et était suspendu dans le vide. Et les mathématiques étaient simples. Si tous les deux restaient sur la corde, l'ancrage céderait. Tous les deux tomberaient dans l'abîme, qui à ce point de la face nord représentait une chute d'environ 800 mètres sur un terrain mixte de rochers et de glaciers. Il n'y aurait pas de corps récupéré. Il n'y aurait aucune question sur la survie. Si l'un d'eux lâchait la corde, la charge sur l'ancrage diminuait de moitié. L'ancrage, peut-être, tiendrait. L'homme resté attaché aurait une chance. Le survivant était en dessous de l'ancrage. Si quelqu'un devait quitter la corde, c'était lui. À sa ceinture, un couteau. Un petzel à lame fixe, porté pour couper les cordes emmêlées lors de sauvetage en crevasse. Exactement l'urgence pour laquelle ce couteau avait été conçu, et simultanément une urgence entièrement différente de ce que quiconque avait imaginé en le concevant. Il a regardé Elias. Elias l'a regardé. Voici ce que le survivant a écrit sur ces dernières secondes avant qu'il ne prenne sa décision. Je veux vous lire ça attentivement, parce que c'est la description la plus précise de ce que signifie se trouver à la limite absolue de ce qu'un être humain peut endurer et choisir quand même. Je crois qu'il savait ce que j'allais faire avant que je le sache moi-même. Je crois qu'il a reconnu ce que je calculais, parce qu'il le calculait aussi, et nous avions grimpé ensemble suffisamment longtemps pour faire le même raisonnement dans le même ordre. Il a commencé à secouer la tête, pas frénétiquement, lentement, comme s'il n'était pas d'accord avec quelque chose que j'avais dit dans une conversation que nous avions eue 100 fois, le genre de désaccord qui n'est pas vraiment un désaccord, juste une différence dans la façon dont on pondère les variables. Il a dit quelque chose, je ne pouvais pas l'entendre à cause du vent. J'ai passé 9 ans à essayer de lire sur ses lèvres ces 2 secondes de séquence qui n'existent que dans ma mémoire. Je crois qu'il a dit mon prénom. Je crois qu'il l'a dit de la façon dont on dit le prénom de quelqu'un quand on veut que ce mot soit une phrase entière, quand on veut que ce prénom signifie « je te vois »,« je suis là »,« n'est pas ». J'ai coupé la corde. La chute a été d'environ 20 mètres. Il a atterri sur une rampe de neige, un relief qui n'aurait pas dû être là, qui n'apparaissait sur aucune carte de la voie, que la tempête elle-même avait peut-être sculpté dans les heures précédant leur descente. Il a atterri mal. Les 2 jambes, comme on l'a appris par la suite, le tibia et le péroné droit, le fémur gauche. Il a dégringolé encore 12 mètres sur la rampe avant de s'arrêter. Il était conscient. Il resterait conscient, par intermittence, pendant les 19 heures suivantes. Les secours sont arrivés 31 heures après que le survivant s'est immobilisé sur cette rampe de neige. Un hélicoptère militaire pakistanais, volant à la limite absolue de sa capacité opérationnelle, a descendu un médecin sur un câble dans une tempête qui s'était partiellement calmée entre-temps. Le médecin a retrouvé le survivant en suivant l'orange fluorescent de sa veste aux jumelles. Ils n'ont pas trouvé Elias Vance. Son corps a été récupéré 7 semaines plus tard, pendant la saison post-mousson, par une équipe d'alpinisme pakistanaise qui descendait une voie voisine. Il se trouvait au pied de la face nord, partiellement conservé par le froid. L'ancrage, quand les enquêteurs l'ont examiné par la suite, s'était entièrement arraché de la glace. Leur reconstitution de l'événement suggérait qu'il avait cédé environ 40 secondes après que la corde a été coupée. Peut-être moins. 40 secondes. Le survivant a passé 11 semaines dans un hôpital à Islamabad, puis 6 mois de chirurgie de reconstruction et de rééducation à Zurich. Il n'a pas parlé publiquement de ce qui s'était passé sur la montagne. Il n'a donné aucune interview. Il a refusé tout contact avec la presse alpinistique. Il a envoyé une lettre à la famille d'Elias, une lettre dont il ne m'a pas partagé le contenu et que je ne lui ai pas demandé de partager. Il m'a dit que la partie la plus difficile de la convalescence n'était pas la douleur physique,
n'étaient pas les opérations, n'étaient pas les mois à réapprendre à marcher avec des tiges en titane dans les deux jambes. La partie la plus difficile, dit-il, c'était le moment chaque matin où il se réveillait et devait se souvenir à nouveau de ce qu'il avait fait. Avant que la conscience se soit pleinement assemblée, dans cette fenêtre entre le sommeil et l'éveil complet, quand on existe sans contexte, sans le poids du récit. Il dit que ces 3 ou 4 secondes chaque matin étaient la seule paix qu'il ait connue pendant les 2 premières années. Et puis le contexte arrivait, et il était à nouveau l'homme qui avait coupé la corde. Nous nous sommes rencontrés en personne une seule fois, dans un café à Genève, il y a 9 mois. Il m'avait contacté par l'intermédiaire d'une connaissance commune dans le milieu alpin. Il avait lu certains de mes travaux. Il voulait, et c'est le mot qu'il a utilisé précisément, il voulait déposer l'histoire quelque part. Il le disait comme on parlerait d'un objet trop lourd à continuer de porter, mais qu'on ne peut tout simplement pas abandonner. Il avait besoin de le mettre quelque part qui le tiendrait correctement. Je ne sais pas si je suis cet endroit, j'essaie de l'être. Ce n'est pas un homme abîmé au sens visible du terme. Il est fonctionnel, actif professionnellement, connecté à des gens. Il a ce qui ressemble, de l'extérieur, à une vie. Il m'a dit qu'il grimpe encore, pas en haute altitude, mais dans les Alpes, sur des voies qu'il décrit comme gérables. Il dit qu'il y va en partie pour les mêmes raisons que tout le monde, et en partie parce qu'il veut continuer à comprendre ce dont il a fait partie sur cette montagne. Il veut rester en relation avec ça. Il dit que l'éviter serait une autre forme de trahison. Il m'a aussi dit quelque chose à la fin de notre conversation, à laquelle j'ai pensé chaque jour depuis. Il dit que les gens, quand ils entendent l'histoire, les rares qui la connaissent, ont tendance à se diviser immédiatement en 2 camps. Le premier camp dit « Vous avez fait le seul choix rationnel. Vous avez survécu. » C'est ce que signifie la survie. On ne peut pas porter la culpabilité de la physique. Le second camp ne dit rien, mais leur silence a une texture qu'il sait lire. Et il dit qu'aucun des 2 camps ne l'a jamais aidé. Ce qu'il cherche, m'a-t-il dit, ce n'est pas l'absolution, pas la condamnation. Il cherche quelqu'un qui soit prêt à s'asseoir à l'intérieur de la complexité sans la résoudre, sans l'aplatir en leçon, sans la convertir en verdict. Il m'a regardé de l'autre côté de la table et a dit « Le bon choix et le choix qui permettait de survivre étaient la même chose. » J'essaie de comprendre depuis 9 ans si cela signifie que j'ai eu de la chance ou si cela signifie que ces 2 choses sont toujours la même chose. Si la survie est sa propre forme de morale. Si la montagne, en rendant physiquement possible ma survie, me disait quelque chose. Ou si la montagne était simplement indifférente et que je me suis retrouvé à être celui qui respirait encore. Il a pris sa tasse de café, il a regardé par la fenêtre, il a dit « Je ne sais pas lequel j'ai besoin que ce soit vrai. » Je fais ça depuis un moment maintenant. Je m'assieds avec des histoires qui vivent à la limite extrême de l'expérience humaine. Des histoires où la grammaire ordinaire du bien et du mal, du juste et de l'injuste, du courage et de la lâcheté, s'effondrent. Où ces mots gardent leur forme, mais perdent leur contenu, comme la glace à la limite du dégel, encore blanche, encore l'air solide, mais incapable de porter du poids. C'est l'une de ces histoires. Je ne pense pas que le survivant ait fait le mauvais choix. Je ne suis pas sûr que le concept de mauvais choix soit cohérent dans ces 40 secondes, avec ces variables, à cette altitude, dans cette tempête. Le python à glace a confirmé son calcul quand il s'est arraché 40 secondes plus tard. La montagne, dans son indifférence, a vérifié les mathématiques. Mais je ne peux pas non plus vous dire qu'il a fait le bon choix, parce qu'Elias Vance est mort. Et Elias Vance était l'homme qui avait construit l'ancrage, qui avait tout revérifié, qui avait fait demi-tour 2 fois en 3 ans parce qu'il faisait confiance à sa propre évaluation de la montagne plus qu'au sommet, qui avait un code, on monte ensemble, on descend ensemble, et qui est mort, je crois, en y croyant encore, en secouant encore la tête, en disant encore un prénom dans le vent.
J'ai beaucoup pensé à ce qu'il disait dans ces dernières secondes. La chose que le survivant passe 9 ans à lire sur ses lèvres dans sa mémoire. Je crois que les mots exacts n'ont peut-être pas d'importance. Je crois que les mots étaient peut-être un contenant pour quelque chose que les mots ne peuvent pas vraiment tenir. La chose qui existe entre deux personnes qui ont fait confiance l'une à l'autre de leur vie pendant 11 ans, qui ont été, dans le sens le plus littéral, reliées l'une à l'autre dans des endroits où ce lien était la seule chose qui se trouvait entre l'existence et le vide. Que dit-on dans ce moment-là? Que fait le langage là? Peut-être rien. Peut-être qu'Elias avait déjà compris que c'était là que le langage se terminait. Peut-être que secouer la tête n'était pas une protestation contre la décision. Peut-être que c'était une reconnaissance de la géométrie de la situation. La façon dont on pourrait secouer la tête devant un problème qui n'a qu'une seule solution. Non pas parce qu'on rejette la solution, mais parce qu'on ne peut pas croire que les choses en soient arrivées là. Ou peut-être que c'était exactement ce que ça semblait être. Un homme disant à son partenaire « Non, il doit y avoir une autre voie. Il y a toujours une autre voie. On descend ensemble. » Voici à quoi je reviens sans cesse. Le survivant a survécu. Il est à Genève, ou où qu'il se trouve aujourd'hui, pensant les pensées qu'il pense toujours au moment entre le sommeil et l'éveil. Il porte le poids d'un choix que la montagne lui a remis dans une tempête, sans son consentement, en 40 secondes. Et je le crois sincèrement, que le poids lui-même fait partie de la survie. Que le fait qu'il ne puisse pas le poser, ne puisse pas arriver à un verdict propre, ne puisse pas se classer dans la catégorie héros ou vilain, n'est pas un échec de sa psychologie morale. C'en est la preuve. C'est la démonstration qu'il a compris, même dans ces 40 secondes à 6800 mètres, exactement ce qu'il choisissait. Pas seulement vivre. N'importe qui avec un couteau et un ancrage qui cède au-dessus de lui pourrait choisir de vivre. Il a choisi de savoir. Il a choisi de vivre avec la pleine connaissance de ce que vivre avait coûté. Il a coupé la corde et a gardé les yeux ouverts. Je ne sais pas si c'est du courage, je ne connais pas le mot. Peut-être que The Human Limit est exactement ça, l'endroit où nos catégories cessent de fonctionner, où l'histoire refuse de se clore, où la personne qui survit n'est ni le héros ni le coupable, elle est simplement le témoin, celui qui reste pour porter le récit. Celui qui doit se réveiller chaque matin et choisir, à nouveau, de continuer à exister à l'intérieur de la complexité. C'est ce que fait le survivant. Chaque jour, c'est la limite humaine. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin les uns des autres.